Certains qui partent explorer la nature sauvage ne reviennent jamais. Des attaques mortelles d'ours aux chutes tragiques en escalade, voici quelques-unes des pires morts dans l'histoire des aventures en plein air. Des récits de risques, de survie, et du coup dévastateurs d'un seul faux pas. Le 8 juin 2023, Sarah Louise Crocker, une femme de 48 ans, épouse et mère de 2 enfants originaire de Ladera Ranch, était connue pour son amour de la nature, son dévouement à sa famille et sa passion pour l'éducation environnementale. Artiste talentueuse et randonneuse expérimentée, elle passait une grande partie de son temps à explorer les étendues sauvages de la Californie et à partager cette expérience avec les autres. Sa vie tournait autour de sa famille, de sa communauté et de la joie de la découverte. Mais ce 8 juin, lors d'une randonnée qui aurait dû être agréable aux Three Sisters Falls, dans le comté de San Diego, le drame a frappé. Ce matin-là, Sarah était partie avec un groupe composé de sa famille et d'amis pour explorer les chutes pittoresques, un sentier réputé mais difficile situé dans la forêt nationale de Cleveland. Cette randonnée, souvent décrite comme modérée à difficile, était devenue de plus en plus populaire ces dernières années, attirant à la fois des aventuriers aguerris et des visiteurs occasionnels. Les Three Sisters Falls, bien que magnifiques, recelaient des dangers cachés. Le service des forêts des États-Unis avait longtemps mis en garde contre les risques liés à cette randonnée. Des pentes abruptes, un débit d'eau imprévisible et des rochers lisses et trompeurs usés par des années d'érosion. Malgré les récents efforts pour rendre le sentier plus sûr, les accidents restaient une menace bien réelle. Vers 10 heures du matin, le groupe de Sarah, qui comprenait 4 adolescents qu'elle encadrait et aidait tout au long du parcours, progressait le long d'une corniche surplombant les chutes d'eau lorsqu'une des adolescentes, une fille de 15 ans, a perdu pied. Son glissement soudain l'a propulsée dangereusement près du bord de la piscine naturelle située au milieu des chutes. Sarah a réagi immédiatement, tendant la main pour attraper la jeune fille avant qu'elle ne tombe. Dans cette fraction de seconde, alors qu'elle se penchait pour sauver l'adolescente, Sarah a perdu l'équilibre sur la surface glissante des rochers. La force du mouvement les a entraînées toutes les deux par-dessus le bord. Les 2 femmes ont chuté dans la piscine inférieure, heurtant le sol rocheux avec un impact dévastateur. Les témoins sur place se sont précipités pour leur porter secours, certains administrant une réanimation cardio-pulmonaire dans un effort désespéré pour sauver Sarah. L'adolescente qu'elle avait tenté de sauver a subi de graves blessures au cou et au dos, mais a survécu. Pour Sarah, l'issue a été bien plus tragique. Le médecin légiste du comté de San Diego a déterminé par la suite qu'elle avait subi de multiples traumatismes contondants, notamment au niveau de la poitrine et du bassin, et qu'elle s'était finalement noyée. Un hélicoptère de secours a été dépêché pour évacuer l'adolescente blessée vers l'hôpital où elle a été soignée pour ses blessures qui, bien que graves, n'étaient pas mortelles. Malgré les efforts de ceux qui lui sont venus en aide, Sarah a été déclarée morte sur place. Les suites de la mort tragique de Sarah ont été marquées par une vague de chagrin et d'hommage de la part de ceux qui la connaissaient et l'aimaient. Une cagnotte GoFundMe a été lancée pour soutenir son mari, Brad, et leurs 2 enfants. Le travail de Sarah en tant que naturaliste à la réserve naturelle de Rancho Mission Viejo avait fait d'elle une figure appréciée dans sa communauté. Elle avait consacré sa vie à cultiver l'amour de l'environnement, en guidant des sorties scolaires pour les élèves du primaire et en encourageant les jeunes à apprécier la beauté du monde naturel. Sa passion dépassait sa vie professionnelle. Elle était une mère active et impliquée, soutenant les activités extrascolaires de ses enfants et cherchant toujours à enrichir leurs expériences. Ses amis se souvenaient d'elle comme d'une femme joyeuse et compatissante qui n'hésitait jamais à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Pour ceux qui la connaissaient le mieux, il n'était pas surprenant que dans ses derniers instants, elle ait fait ce qu'elle avait toujours fait, aider quelqu'un dans le besoin. C'était le reflet même de son essence. Michael Soltis était un passionné de plein air, un ingénieur civil dévoué à l'amélioration des communautés rurales en Alaska et un homme dont la vie venait de commencer un nouveau chapitre prometteur. À 44 ans, il venait de se fiancer à Elizabeth Close, une avocate militaire de l'armée américaine, et le couple attendait un enfant pour la fin de l'année. Il vivait près de la fin de Highland Road, à Eagle River, une région montagneuse à l'extérieur d'Anchorage, où il aimait s'aventurer dans la nature qu'il chérissait tant. Un lundi soir de juin 2018, Michael était parti pour une randonnée près de chez lui. Rien d'inhabituel pour lui qui avait passé des années à explorer les sentiers et les forêts de l'Alaska. Il a été entendu pour la dernière fois vers 17 h, et lorsque son ami Sean Rowe est passé chez lui le lendemain, des indices montraient que Michael avait prévu une courte randonnée, un morceau de poulet cru encore posé dans l'évier, ce qui indiquait qu'il avait l'intention de rentrer pour le cuisiner. Mais Michael n'est jamais rentré.
Inquiet, sa famille et ses amis ont rapidement organisé une équipe de recherche, diffusant l'information sur les réseaux sociaux et engageant même un hélicoptère privé pour les aider. Les recherches se sont intensifiées mercredi matin alors que des volontaires parcouraient la région, espérant trouver une trace de lui. Ce matin-là, quelque chose d'étrange et de terrifiant s'est produit. Alors que la cousine de Michael, Wendy Yeoman, et 2 autres chercheurs parcouraient un sentier dans les bois, un bruit inattendu a rompu le silence. En quelques instants, un énorme ours brun a chargé. Il semblait aux volontaires que l'ours protégeait quelque chose. L'un des hommes s'est placé entre Wendy et l'ours, subissant de graves blessures à la jambe alors que l'animal le mutilait. Terrifiés et désespérés, les chercheurs ont réussi à faire fuir l'ours avant de transporter l'homme blessé en lieu sûr. Un conducteur de passage l'a emmené près de la maison de Michael où d'autres volontaires attendaient. Les volontaires ont appliqué un garrot sur sa jambe blessée. Peu après, l'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital. Bien que gravement blessé, il a survécu. Plus tard, les autorités ont fait une découverte macabre. Le corps de Michael a été retrouvé près du site de l'attaque, partiellement caché dans une zone broussailleuse, à l'écart d'un sentier informel. Les indices suggéraient que l'ours l'avait traîné à cet endroit après l'avoir attaqué et qu'il gardait ses restes lorsque l'équipe de recherche est entrée sur son territoire. La police a immédiatement sécurisé les lieux, délimitant la zone et formant un périmètre pour empêcher toute perturbation supplémentaire de la faune. Le médecin légiste a été appelé pour examiner les restes avant leur retrait. La nouvelle a dévasté la famille de Michael et la communauté. Sa fiancée, Elisabeth, avait posté des mises à jour sur les réseaux sociaux tout au long des recherches, suppliant pour toute information. Lorsque la découverte a été confirmée, elle a partagé une mise à jour déchirante. Michael avait été tué par un ours. La tragédie a été amplifiée par le fait que leur enfant ne rencontrerait jamais son père. Les autorités, y compris le département de la chasse et de la pêche de l'Alaska, ont lancé une recherche intensive pour retrouver l'ours. Ils pensaient qu'il s'agissait du même animal responsable de l'attaque mortelle sur Michael et de la mutilation du volontaire. Les biologistes ont averti que retrouver l'ours serait difficile, car plusieurs heures s'étaient écoulées depuis sa dernière apparition et la vaste étendue sauvage offrait un abri suffisant. Leur mission était claire, s'il était localisé, l'ours serait euthanasié en raison de la menace qu'il représentait pour la sécurité publique. L'attaque sur Michael a marqué la 2e attaque mortelle d'un ours à Anchorage en seulement 2 étés. Elle a servi de rappel glaçant des dangers posés par la faune de l'Alaska. Michael Soltis a été commémoré non seulement comme un ingénieur talentueux ayant travaillé sur des projets vitaux d'approvisionnement en eau en milieu rural, mais aussi comme un homme gentil et généreux. Sa famille et ses amis pleurent sa perte, se souvenant de son amour profond pour la nature. Les meurtres des Girl Scouts de l'Oklahoma restent l'un des crimes les plus horrifiants et troublants de l'histoire américaine. Ce qui devait être une aventure estivale joyeuse dans un camp d'été pour 3 jeunes filles s'est transformé en un cauchemar insondable laissant un impact durable sur la nation. La tragédie a secoué la communauté jusqu'à son noyau, soulevant des questions sur la sécurité, la justice et les forces obscures qui rôdent là où on s'y attend le moins. Laurie Lee Farmer, 8 ans, était une petite fille d'eau brillante. Pleine de curiosité, elle avait une énergie contagieuse qui en faisait un leader naturel parmi ses pairs. Michelle Heatherhughes, 9 ans, avait une passion pour le plein air et était impatiente de vivre l'expérience du camping. Denise Milner, 10 ans, était connue pour sa gentillesse et son intelligence. Elle hésitait initialement à aller au camp, mais sa mère l'avait encouragée à embrasser l'aventure. Les 3 filles venant de Broken Arrow, en Oklahoma, une banlieue tranquille de Tulsa. Elles sont arrivées au camp Scott le 12 juin 1977. Cet été-là, le camp Scott a accueilli des dizaines de Girl Scouts pour ce qui devait être 2 semaines de camping, de liens et d'apprentissage de compétences de survie. Les filles ont été assignées à différentes tentes dans l'unité Kiowa, une section du camp nichée dans les bois. Laurie, Michelle et Denise partagèrent la tente numéro 7, la plus éloignée des quartiers des monitrices et partiellement cachée par les installations de douche du camp. Alors que la première nuit au camp tombait, les filles ont écrit des lettres à la maison exprimant leur excitation initiale et, dans le cas de Denise, son mal du pays. Elles devaient se réveiller le lendemain matin pour commencer leur aventure, mais elles n'en ont jamais eu l'occasion. À un moment, entre la nuit du 12 juin et les premières heures du 13 juin, un intrus est entré dans leur tente. Les preuves ont révélé plus tard que les 3 filles avaient été agressées sexuellement avant que leur vie ne soit impitoyablement ôtée. Leurs corps sans vie ont été retirés de la tente et laissés le long d'un sentier menant aux douches à environ 150 mètres de là. Vers 6 heures du matin, une monitrice se rendant aux douches a découvert un sac de couchage sur le sol. En l'examinant de plus près,
elle a réalisé qu'il contenait le corps d'un enfant. Quelques instants plus tard, l'horreur totale de la scène a été découverte. 2 autres corps ont été retrouvés à proximité. La scène du crime présentait des indices étranges et troublants. Une lampe de poche rouge, avec un morceau de sac poubelle collé sur la lentille, a été laissée sur les restes des filles. Une empreinte digitale a été trouvée sur la lentille, mais elle était trop floue pour être identifiée. Une empreinte de chaussure de taille 9,5 a été découverte dans le sang, à l'intérieur de la tente, et du ruban adhésif, de la corde et d'autres matériaux étaient dispersés autour. Malgré la nature brutale de l'attaque, personne dans le camp n'avait assisté au crime de première main. Cependant, les enquêteurs ont rapidement appris que des bruits étranges avaient été entendus toute la nuit. Une monitrice a raconté avoir entendu des gémissements à 1h30 du matin et avoir brièvement enquêté, mais elle n'avait pas pu en déterminer la source. Une campeuse de la tente numéro 7 a ensuite rapporté avoir été réveillée par une lampe de poche braquée sur son visage. D'autres filles, dans les tentes voisines, ont raconté avoir entendu un cri vers 3h du matin suivi de faibles appels de quelqu'un criant « Maman, maman !» L'enquête a conduit les autorités à Gênes-le-Roi Hart, un violeur condamné et évadé de prison qui était en fuite depuis 1973. Élevé à seulement 1 mile du camp Scott, Hart avait un passé violent, incluant l'enlèvement et l'agression sexuelle de 2 femmes enceintes. Les enquêteurs ont trouvé une grotte à 2 miles du camp contenant des objets liés au crime, notamment un rouleau de ruban adhésif qui correspondait à celui trouvé sur les lieux. Hart a été arrêté en avril 1978 après une chasse à l'homme intense et a été jugé en mars 1979. Malgré des soupçons accablants et certaines preuves médico-légales pointant vers Hart, un jury l'a déclaré non coupable. Le verdict a laissé les familles des victimes dévastées. Cependant, Hart n'a pas échappé entièrement à la justice. Il a été renvoyé en prison pour purger le reste de sa peine précédente. 2 mois plus tard, il a succombé à une crise cardiaque alors qu'il faisait de l'exercice dans la cour de la prison. Au fil des années, les avancées en sciences médico-légales ont tenté de fournir des réponses définitives. Des tests d'ADN effectués en 1989 ont lié Hart au crime, mais les résultats n'étaient pas suffisamment concluants pour clore l'affaire. En 2017, des tests supplémentaires ont fourni l'indication la plus forte que Hart était responsable, bien que les résultats n'aient toujours pas été jugés suffisants pour déclarer l'affaire résolue. En 2022, le shérif du comté de Mace a publiquement déclaré que les preuves ADN suggéraient fortement l'implication de Hart. Les suites de cette nuit tragique ont été profondes. Le camp Scott a été définitivement fermé, incapable d'échapper à l'ombre de l'horreur qui s'y était déroulée. Les familles des victimes se sont consacrées à la défense des droits, cherchant justice et soutien pour d'autres victimes de crimes violents. Richard Hughes, le père de Michele, a joué un rôle clé dans l'adoption de la loi sur les droits des victimes de l'Oklahoma et a contribué à la création du Conseil d'indemnisation des victimes de crimes de l'Oklahoma. Sherry Farmer, la mère de Lori, a fondé la section de l'Oklahoma de Parents of Murdered Children, un groupe de soutien pour les familles en deuil. Des décennies plus tard, l'affaire continue d'être un sujet de spéculation, d'enquête et de chagrin. Le souvenir de Lori, Michel et Denise perdure, un rappel poignant de l'innocence perdue et de la justice encore à être pleinement rendue. Les vastes et époustouflants paysages de l'arrière-pays néo-zélandais attirent des aventuriers du monde entier, séduits par leur beauté à couper le souffle et leurs sentiers exigeants. Mais la nature sauvage peut être impitoyable et les risques encourus peuvent avoir des conséquences fatales. Ce fut le cas pour Petr Cech, un randonneur expérimenté dont le périple sur le Te Araroa Trail s'est tragiquement achevé. Petr Cech, un Tchèque de 46 ans, était un passionné de plein air, amoureux des randonnées de longue distance. Cette passion l'a conduit en Nouvelle-Zélande, où il s'est lancé sur le Te Araroa Trail, un sentier de 3000 km traversant le pays. Déterminé à terminer cette randonnée en 3 mois avant l'expiration de son visa en juin 2023, il s'est poussé sans relâche, affrontant certains des terrains les plus difficiles de la région. Alors que l'automne néo-zélandais s'installait, Petr a poursuivi sa route vers le nord via l'Alpine Route dans le parc forestier de Mount Richmond. Son voyage avait déjà été marqué par des rencontres périlleuses avec les cours d'eau imprévisibles du pays. En avril, il avait été emporté par le courant en tentant de traverser la rivière Arrow dans l'Otago, nécessitant finalement une intervention héliportée après avoir activé sa balise de localisation personnelle. Il avait également partagé sur les réseaux sociaux son expérience terrifiante de traversée d'une rivière près de Hanmer, où l'eau lui arrivait jusqu'au cou. Malgré ses avertissements, il a persévéré, motivé par son calendrier ambitieux.
Le 4 mai 2023, Petre a été vu pour la dernière fois à la Hunter's Hut par un autre randonneur du Te Araroa. Il avait partagé son intention d'atteindre la Tarn Hut ce même jour, un trajet de 24 km, estimé à 13h30. De fortes pluies avaient déjà saturé le paysage, rendant le sentier déjà difficile encore plus périlleux. Un autre randonneur dans la région avait choisi de modifier ses plans en raison de la dégradation des conditions météorologiques, mais Petre est resté déterminé, s'engageant seul dans la nature sauvage. Le Conseil de sécurité en montagne de Nouvelle-Zélande a par la suite jugé son plan trop ambitieux compte tenu des multiples traversées de rivières, des pentes abruptes et des changements soudains d'altitude le long du parcours. Avec la détérioration du temps, les rivières ont gonflé, transformant les traversées en paris dangereux. À un moment donné, entre son départ de la Hunter's Hut et son arrivée prévue à destination, Petre a rencontré la rivière Wairoa. Pendant 10 jours, Petre est resté porté disparu. Inquiet de son absence, un ami en République tchèque a contacté une connaissance en Nouvelle-Zélande, déclenchant une opération de recherche et de sauvetage. Le 17 mai, les équipes de recherche ont découvert son corps dans le lit de la rivière au sein de la gorge de Wairoa. Cette découverte a confirmé les pires craintes de ceux qui suivaient son parcours et espéraient un dénouement différent. La police a estimé qu'il avait soit glissé et été tombé dans l'eau, soit tenté de traverser la rivière en crue et avait été emporté par le courant puissant. Le rapport du coroner a révélé que, bien qu'il soit impossible de déterminer les circonstances exactes ayant conduit à sa mort, la montée des eaux de la rivière Wairoa, combinée à son délai auto-imposé, l'avait probablement poussé dans une situation insurmontable. Son désir de terminer le sentier dans un laps de temps accéléré ne laissait que peu de place aux ajustements en cas de mauvais temps ou d'obstacles imprévus. Même son expérience n'a pas pu le sauver des conditions impitoyables. À la suite de la mort de Petre, le département de la conservation a noté une augmentation des randonneurs privilégiant la vitesse et l'efficacité au détriment de la sécurité. Voyageant souvent avec un équipement minimal, ce qui laissait peu de marge d'erreur dans des conditions dangereuses. Le Conseil de sécurité en montagne de Nouvelle-Zélande a réitéré la nécessité pour les randonneurs de reconnaître les risques liés aux traversées de rivières non pontées, en insistant sur les signes avant-coureurs de conditions aquatiques dangereuses. La mort de Petre a souligné l'importance d'une planification adéquate et de prudence face à l'imprévisibilité de la nature. Les autorités ont émis des recommandations après la tragédie, exhortant les randonneurs à tenter le Te Araroa uniquement pendant la saison recommandée. Elles ont insisté sur la nécessité de connaître les techniques de traversée de rivières et sur les dangers de s'obstiner à avancer malgré de mauvaises conditions météorologiques. Les falaises imposantes de Red Rock Canyon ont toujours attiré les grimpeurs en quête de défis et de beauté. Le 18 janvier 2025, ce qui devait être une journée d'aventure pour Mika Manales, âgée de 30 ans, s'est transformé en une tragédie inimaginable. Mika était une grimpeuse expérimentée qui escaladait des falaises depuis 2014. Originaire de Carson, en Californie du Sud, elle vivait à Aliso Viejo et était connue pour son esprit intrépide et son profond amour pour la nature. L'escalade n'était pas qu'un simple passe-temps pour elle. C'était une passion qu'elle avait récemment ravivée après une pause de 4 ans. Elle s'entraînait souvent au Cender One de Santa Ana et avait passé d'innombrables heures à perfectionner ses compétences. Son esprit aventureux, allié à une détermination inébranlable, faisait d'elle une grimpeuse forte et ambitieuse. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une personne réfléchie et pleine d'énergie, qui trouvait de la joie à répandre de la positivité autour d'elle. Ce samedi-là, Mika et un partenaire d'escalade se sont rendus à Red Rock Canyon, une zone de conservation nationale à la fois magnifique et exigeante, près de Las Vegas. Ils avaient choisi la voie Community Pillar, une ascension réputée nécessitant à la fois compétence et précision. Le département de police métropolitain de Las Vegas était déjà engagé dans une opération de sauvetage distincte dans la région lorsqu'ils ont reçu un appel urgent à 17h30. Une grimpeuse était tombée. La chute de Micah a été vue par un autre groupe de grimpeurs de l'autre côté du canyon. Parmi eux se trouvait Joseph DeLuca, un grimpeur expérimenté qui a immédiatement compris la gravité de la situation. Il lui a crié, espérant un signe qu'elle pourrait se retenir. Sa réponse a été dévastatrice. Elle n'allait pas bien. La distance de sa chute était considérable et DeLuca a su instantanément que ses blessures étaient catastrophiques. Les équipes de secours se sont précipitées sur les lieux, déployant un hélicoptère dans une tentative désespérée de la rejoindre. Le terrain rendait l'opération difficile, mais à leur arrivée, il était déjà trop tard. Mika a été déclarée morte sur place. Son partenaire d'escalade, bien que physiquement indemne, était sous le choc. La tragédie a été amplifiée par le dernier post de Mika sur les réseaux sociaux, publié quelques semaines avant sa mort.
Elle y exprimait son amour pour l'escalade sportive et la signification que cela avait eu pour elle de raviver cette passion au cours de l'année. Elle avait également exprimé sa gratitude pour les moments passés en extérieur et son enthousiasme à vivre de nouvelles expériences. La nouvelle de la mort de Maïka s'est rapidement répandue, provoquant une vague de chagrin dans la communauté de l'escalade et au-delà. Son petit ami, Robert Hayet, a partagé sa douleur dans un hommage émouvant, pleurant la perte de celle qu'il appelait sa meilleure amie. Il a parlé de sa nature extravertie et courageuse, se remémorant les innombrables aventures qu'ils avaient partagées. Sa sœur, Michelle Manalès, a également exprimé son désarroi, se souvenant de Mika comme d'une personne talentueuse, forte et inspirante. Une campagne GoFundMe a été lancée pour soutenir sa famille face aux frais funéraires et en peu de temps, plus de 32 500 $ ont été récoltés. Une preuve de l'amour profond qu'elle inspirait. Sa disparition a été classée comme un accident, un rappel douloureux des dangers auxquels même les grimpeurs expérimentés sont confrontés.